Le deuxième thème, les différentes étapes de la prise en charge. Et on va commencer par le rôle important et l'importance du premier témoin. Alors, effectivement, l'importance du rôle du premier témoin, on va voir que avec les deux communications, celle de Guillaume Debatty qui va nous expliquer un peu l'évolution de la situation, et Jonathan Henache ensuite qui donnera l'expérience du département du Nord. Ce premier témoin qui est un déterminant pour la survie, déterminant s'il est un acteur de cette chaîne de survie en alertant précocement, en réalisant des compressions thoraciques ininterrompues et en utilisant un défibrillateur de proximité. Guillaume, merci. Merci et merci de l'invitation. Et puis je vais rebondir sur les sujets précédents en disant voilà, on a un challenge passionnant. Il n'y a pas beaucoup de pathologies où on peut passer de 5% de survie à 70% de survie. C'est les casinos de Las Vegas, une étude ancienne, avec un défibrillateur et une prise en charge précoce, on passe à 70% de survie. Et donc c'est tout le challenge de notre travail. Et effectivement, il y a un rôle important à ces local champions, ça c'est le terme anglo-saxon, où il y a des publications qui le montrent bien, où quand on a des gens motivés localement, ça permet d'améliorer la survie, et donc c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Voilà. Et donc je vais parler un peu de l'implication des citoyens sauveteurs dans cette chaîne de secours. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation, et pour une étude clinique, mais sur un tout autre sujet, j'ai eu des soutiens de matériel, aucun soutien financier. D'abord, et ça a déjà été souligné, et effectivement, cette loi, elle est très importante parce qu'elle encourage et elle aide ce déploiement de ces citoyens sauveteurs. Et ça a été montré, les citoyens sauveteurs bénéficient de la qualité de collaborateurs occasionnels du service public. Ils sont protégés en dehors de faire des choses complètement irrationnelles. Voilà, c'est quelque chose qui aide. Et je vais vous en dire un mot, mais on a fait une étude où on a essayé d'évaluer l'impact de ces citoyens sauveteurs, et sur plus de 1000 patients qui ont été inclus dans le bras intervention qui avait ces citoyens sauveteurs, on a eu un effet indésirable où il y en a un citoyen sauveteur qui a cassé une porte en se trompant d'adresse. Voilà, donc c'est des choses qui sont quand même pas très graves, et en tout cas ça permet de continuer à encourager ce déploiement. Voilà. C'est bien indiqué dans les recommandations, et ça va être encore probablement dans les prochaines recommandations. Clairement, c'est cette réponse collective qui permet de sauver des vies. Il y a des citoyens sauveteurs qui peuvent, enfin des témoins d'abord, qu'il faut faire masser. Il faut les former, il faut qu'ils fassent un massage cardiaque. Il faut arriver à faire masser plus précocement et pas attendre l'arrivée des secours, parce que les secours mettent longtemps à arriver. Et donc, c'est important que dès que quelqu'un peut, il puisse aller faire ce massage cardiaque le plus tôt possible. Il faut arriver à apporter un défibrillateur le plus tôt possible. On verra que c'est aussi dans les enjeux, et puis la reconnaissance, mais j'en parlerai sur ma présentation suivante. Voilà, donc c'est vraiment cette réponse communautaire. On a fait un travail et qui a été validé là par les différents CA, donc de la SFMU et de la Direction générale de la sécurité civile, sur des recommandations de pratique professionnelle pour la gestion d'un appel pour suspicion d'arrêt cardiaque dans un appel d'urgence. Donc c'est validé, c'est pas encore publié, ça va être publié dans les annales françaises de médecine d'urgence, puis sur les différents sites. Et c'est un travail collaboratif entre la SFMU et puis les représentants des sapeurs-pompiers. Donc c'est vraiment un représentatif de ce problème. Et dans ce travail, on a un champ qui est l'utilisation des applications de citoyens volontaires. Et on s'est intéressé, donc c'est un travail scientifique. On a refait la revue de la littérature pour voir si ces citoyens volontaires, ces citoyens sauveteurs, amélioraient le pronostic en termes de délai pour arriver à une première RCP, en termes de reprise d'activité circulatoire, en termes de survie ou de survie avec bon devenir neurologique. On sait depuis longtemps que si on a un témoin qui fait un massage cardiaque avant l'arrivée des secours, ça multiplie par 3 les chances de survie. Ça a été bien démontré. Là, c'est le registre suédois qui avait montré ça. On a à peu près les mêmes données dans le registre REAC, je pense aussi à Paris. Si on masse avant l'arrivée des secours, et les secours, on sait qu'ils mettent en moyenne 11 minutes à arriver, on améliore par 3 les chances de survie. C'est un message important. Et puis donc, en partant de ce constat, il y a eu cette première étude publiée en 2013, encore Stockholm. Donc là, c'est dans la ville où ils se sont dit, on va utiliser des citoyens qui sont à proximité et on va leur envoyer un SMS à l'époque, ça s'est quand même modernisé, en leur donnant l'adresse, et ils allaient masser s'il y avait un arrêt cardiaque qui survenait à proximité de là où ils se trouvaient.
Cette étude, elle avait déjà montré à l'époque que ça améliorait le pourcentage de personnes qui avaient un massage cardiaque de 13, un peu plus de 13%. Alors, un des problèmes de ces activations de citoyens volontaires, c'est qu'il n'y en a pas toujours, et ça a été montré un peu plus récemment, où ils ont regardé, quand on fait des alertes de citoyens volontaires, donc là, dans ce travail, ils avaient alerté près de 7000 personnes qui se trouvaient à côté d'un arrêt cardiaque. Déjà, il n'y en a que 50% qui répondent, donc il faut prévoir le ratio. Quand ils répondent, en général, c'est pour accepter. Et quand on arrive au final, finalement, il n'y a que 6% de citoyens volontaires, enfin citoyens sauveteurs, qui arrivent sur les lieux avant l'arrivée des secours. Donc il y a une grosse perte entre le nombre de citoyens qui sont déclenchés effectivement et le nombre de citoyens qui vont arriver sur place avant l'arrivée des secours et qui vont effectivement faire une RCP avant les pompiers en général, puisque c'est souvent les premiers intervenants. Par contre, et c'est aussi un élément, c'est que plus le délai des secours il est long, plus c'est intéressant. C'est sûr que dans les communes rurales un peu éloignées, où les pompiers vont peut-être mettre entre 12 et 15 minutes pour arriver, on a plus de chances et cet impact des citoyens sauveteurs va être plus important. Et pareil pour l'utilisation d'un défibrillateur avant l'arrivée des secours. Alors, est-ce que ces citoyens sauveteurs, ça améliore la survie des patients? C'est quand même ça le principal. Pour l'instant, on manque encore de données pour vraiment le dire de façon formelle. Il n'y a qu'une étude randomisée, celle que je vous ai montrée de Stockholm. Il y a des études observationnelles et dans cette méta-analyse, montrer que ça améliore la survie à la sortie de l'hôpital de 1%. Là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est sur la survie avec bon devenir neurologique, presque 3% d'augmentation. Et puis globalement, un peu comme ça avait été montré dans l'étude initiale, quand même plus de 10% de patients qui vont avoir un massage cardiaque avant l'arrivée des secours. Donc oui, ça a un intérêt, mais on a besoin encore de plus de données pour une démonstration formelle, mais en pratique, on a quand même déjà des éléments qui sont très en faveur. Ça améliore le massage cardiaque, et on sait que ça, c'est le plus important. Des applications, il y en a plein. Dans chaque pays a un peu développé ses applications. En France, en gros, on en a 2 principales. Là, je vous ai montré l'exemple de celle anglaise. Elle est intéressante parce qu'elle essaye d'être globale, entre guillemets. Elle prend en charge les volontaires. Donc, c'est l'application GoodSam. Elle a aussi un versant pour les professionnels, donc pouvoir déclencher des professionnels. Ils ont inclus maintenant un versant pour déclencher des drones. Et puis, elle inclut le registre. C'est un peu, on a toute la partie, donc ça permet d'évaluer, donc voilà, on n'en est pas là en France, mais ça viendra peut-être. Et donc dans le travail que je vous ai montré, là, qu'on a fait avec la SFMU et la direction de la sécurité civile, on a conclu sur des données scientifiques qu'il est probablement recommandé d'utiliser dans les centres d'appel d'urgence une application de géolocalisation de citoyens volontaires afin d'améliorer le pronostic des arrêts cardiaques. On a fini maintenant cette étude, on est en train de consolider les résultats pour le publier. Donc c'était une étude multicentrique française. Il y a 14 SAMU qui ont participé à cette étude et on a inclus 2160 patients. Donc en gros, chaque SAMU avait une période où on regardait ce qui se passait et après on a amené en intervention une formation des ARM à mieux reconnaître l'arrêt cardiaque. Ça avance tout seul, mon truc, à mieux reconnaître l'arrêt cardiaque et la mise en route d'une application de citoyens sauveteurs dans ces SAMU qui n'était pas équipée avant et donc le déclenchement de citoyens volontaires. Donc je ne peux pas vous montrer encore les résultats finaux. Ce qu'on peut déjà dire, et c'est intéressant, c'est qu'il y a des variations du nombre de volontaires par département. On a des départements, alors c'était pendant l'étude, là probablement, comme on a fini il y a bientôt 2 ans, ça a probablement augmenté depuis, mais on a des variations du nombre de volontaires par département. Alors en Isère, on avait le plus de volontaires à ce moment-là, et on voit par contre qu'il y a des départements qui sont moins bien équipés, et ça dépend beaucoup de la communication qui est faite sur le sujet. C'est très important dans les formations que ces applications soient mises en avant. Il ne faut pas que quelqu'un qui fait une formation, quelle qu'elle soit, reparte sans avoir l'application sur son smartphone, en gros. Voilà, et ça, c'est cette motivation locale, les professionnels de santé, les pompiers du département.
Et l'autre chose, et on a vu que c'est important, c'est que les pratiques dans chaque SAMU sont aussi différentes. Il y a des SAMU qui déclenchent beaucoup plus que d'autres, et on n'a pas de standardisation sur quelles sont les indications clairement pour déclencher. Est-ce que dès qu'on a la moindre suspicion, on déclenche? Est-ce qu'il faut être sûr que c'est un arrêt cardiaque et qu'il soit dans les bonnes conditions devant témoin pour déclencher? Et on voit qu'on a des pratiques un peu différentes. Et donc, ça serait intéressant de voir, est-ce que c'est mieux de beaucoup déclencher? Est-ce qu'il faut se freiner un peu? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que sur ces volontaires, de les déclencher, ça aussi entretient, ça les motive à se former. C'est aussi un des maillons citoyens qui est intéressant à cultiver. Ça, c'est un peu mon avis personnel, mais je pense que c'est un point important. Et puis peut-être la suite. Alors, je vous montre ça parce que c'est une étude qui est en cours où ils utilisent un défibrillateur mini portable. C'est vrai que c'est un peu plus gros qu'un iPhone. Ça se casse en deux, ça se colle sur le thorax et ça permet de défibriller. C'est à usage unique. Après, il faut le remplacer une fois qu'il a servi. Je vous montre celui-là parce qu'il fait partie de ce protocole de recherche où ils ont équipé des super citoyens donc, dans cette étude, où ils ont regardé si équiper un peu ces super citoyens. Donc, ils les ont sélectionnés. C'est simple, ils ont pris la liste de leurs citoyens volontaires. Est-ce qu'ils étaient intervenus plus de 2 fois dans les dernières années? S'ils sont intervenus plus de 2 fois, on leur a donné un défibrillateur et on regarde ce que ça fait de les équiper d'un défibrillateur pour qu'ils aillent intervenir, non seulement pour masser, mais aussi pour défibriller. Et donc on verra les résultats de cette étude, mais je pense que c'est une piste intéressante parce qu'effectivement, je vois mal qu'on puisse mettre des défibrillateurs dans tous les endroits, y compris très très isolés. Par contre, équiper des citoyens volontaires de défibrillateurs, alors que c'est eux qui vont arriver les premiers, c'est peut-être intéressant et c'est peut-être une autre piste à explorer. Voilà, il y a les drones, il y a ça. Donc, en conclusion, je pense que les SAMU, les SDIS probablement, doivent avoir une application pour déclencher des citoyens sauveteurs, pour pouvoir avoir ces intervenants avant l'arrivée des secours professionnels. C'est associé à une amélioration du pronostic et vraiment cette question des super citoyens, alors on peut peut-être trouver un terme un peu plus adapté, mais de citoyens équipés, pour, je pense, une des pistes d'avenir. Merci. Merci Guillaume, tu viens nous rejoindre et puis on va demander à Jonathan NH de prendre la suite. On répondra aux questions ensuite. Merci à Arlette de nous permettre d'avoir tribune sur un sujet qui nous est cher, le premier témoin et l'accès à la défibrillation publique. Je vais vous parler d'un exemple. Alors, ce n'est pas exemple à suivre, c'est juste un retour de nos pratiques sur comment on a sensibilisé, on a essayé de sensibiliser dans le département du Nord. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ce propos. On est parti du constat, avec ce gimmick connu, 10% de perte de chance par minute de perdu, il faut agir vite. On sait également qu'il y a une hétérogénéité, alors que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'utilisation de la défibrillation, que ce soit dans le succès dans les arrivées aux hôpitaux, les scores, etc. Donc on a voulu agir et on n'a pas pu complètement s'appuyer sur nos tutelles, bien qu'il y ait eu une prise de conscience avec cette volonté depuis plus de 20 ans de former les plus jeunes sur tout leur parcours de scolarité, ou avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le premier mandat présidentiel, de vouloir former ou au moins sensibiliser 80% de la population. On n'y est pas, donc on a essayé dans notre petit département d'agir. Alors, le département du Nord, c'est un peu particulier. C'est un département très peuplé, le plus peuplé de France, mais avec une hétérogénéité de densité de population. On a la chance d'avoir près de 35 000 sauveteurs citoyens identifiés. Il y a un centre d'expertise de mort subite. Et c'est surtout appuyé sur une dynamique qui est tournée depuis plus de 20 ans vers le premier témoin. Et tout notre challenge, c'est de transformer ce premier témoin en premier acteur. Donc pour ce faire, on a développé plusieurs actions autour du centre. À la première, c'est tout simplement la sensibilisation grand public, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on prend une tonnelle,
On s'installe sur la Grand Place et on se protège du soleil lillois, on accueille les badauds. Ils ont un temps particulier, c'est le samedi, on est bien, et ben on profite de ce temps qu'ils n'ont pas habituellement pour les sensibiliser et juste espérer le passage à l'acte et de récupérer lors d'un appel ce que l'on a réalisé, c'est-à-dire vous avez déjà été formé ou vous avez déjà été sensibilisé, on va vous accompagner pendant l'appel. Ensuite, on a essayé de pénétrer des territoires un peu différents grâce aux services sanitaires. Donc, c'est les étudiants en santé, kinés, sages-femmes, infirmières, pharmaciens, etc., qui vont aller porter le message de prévention. Nous, on a choisi des quartiers qu'on dit sensibles ou moins favorisés, de façon à optimiser cette chaîne de survie. Tout à l'heure, on a évoqué la formation de référents, comme dans la ville de Bondu, mais en gros, on s'appuie sur des articles qui existent. Si vous êtes détenteur d'un PSC1 ou si vous faites partie d'une profession faisant référence à l'article 4 du Code de santé publique, etc. Enfin, on a des gens qui peuvent avoir l'initiative de sensibilisation, donc on s'en sert, et après, il y a un effet boule de neige, et ces formations se pérennisent. On participe également activement à la formation des professionnels. Alors, en quoi ça va être intéressant ici? Donc, former des médecins, des urgentistes, etc., on se doute bien que c'est intéressant, mais ça arrive un peu tard dans la prise en charge. Ce que nous, on fait, c'est aussi participer à la formation des auxiliaires de régulation médicale, à cette reconnaissance, avec appuyer sur cette notion de GASP, etc., et de transformer l'essai à ce moment-là. On essaye de s'appuyer sur des travaux de recherche qu'on fait en menant différentes thèses, je vous en parlerai juste après. On a eu la chance d'être consulté dans le cadre de certaines directives législatives. Il y a une implication des collectivités qui a été menée, on les a fait se questionner sur comment ils travaillaient l'implantation et la défibrillation, et tout ça, c'est en le cadre avec Arlode, main dans la main, favoriser le déploiement de la défibrillation et surtout favoriser la vie qu'il y a autour d'un défibrillateur. L'installer, c'est bien, on sait maintenant le localiser avec des beaux logos, maintenant il faut qu'il vive dans une collectivité. Donc vous avez compris que là, on est vraiment sur passer d'un témoin à un acteur citoyen. Je vous parlais de quelques éléments d'études. Ici, c'est des résultats qu'on avait extraits. Donc, on parle de patients qui sont arrivés réanimés avec succès, donc ressuscités, sur les soins intensifs cardiologiques du CHU de Lille. Et on a regardé ceux qui survivaient à 30 jours. Mais il apparaît que ceux qui ont eu un rythme initial choquable avaient de meilleurs pronostics. Alors, c'est des chiffres, il faut toujours faire attention à leur interprétation. Par exemple, ici, la présence du témoin, elle n'apparaît pas significative. Enfin, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de témoins et il y a eu beaucoup de réalisations de RCP initiales. Donc, en fait, le premier témoin a permis aux patients d'accéder à l'hôpital. Et une fois qu'il est à l'hôpital, ce qui ressort significativement, c'est cette histoire de défibrillation. Ensuite, le jeu des chiffres. Alors, on avait peut-être un taux de survie un peu meilleur que sur le reste des études françaises. Et on a changé de méthodologie ensuite. Vous voyez, on n'a pas les mêmes chiffres. Donc il faudra réussir à les comparer. On ne parle pas exactement des mêmes éléments. En tout cas, on est encouragé dans notre action. La ligne orange, pour moi, était importante à vous l'évoquer ici. C'est un autre pan du centre d'expertise de la mort subite, c'est essayer de dépister les familles. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a certaines populations où tout le monde dans la famille meurt précocement et on ne s'est jamais trop posé la question. Et donc, ces familles sont plus à risque que d'autres. Et donc, on essaie de les dépister dans l'espoir de diminuer l'incidence de cette mort subite. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur la tutelle qui nous accompagne aujourd'hui, et surtout sur ce terme de prévention. Alors, il y a la prévention primaire qu'on avait un peu évoqué initialement, c'est comme tout à chacun, personne ici ne fume, tout le monde a une activité physique et ne mange que des fruits et des légumes. La prévention secondaire, c'est ce que je vous évoquais, où nous, on va essayer d'aller faire du dépistage familial. Ce sera évoqué cet après-midi. Et ce qu'on présente là aujourd'hui, c'est plus
la prévention tertiaire, c'est limiter les complications une fois que l'arrêt cardiaque survient. C'est-à-dire, de fait, il y a des gens qui vont faire un arrêt cardiaque, mais comment on va faire pour diminuer la mortalité autour de cet événement? C'est la sensibilisation grand public dans tout ce que je viens de vous évoquer. Mais voilà, c'est vraiment de grappiller ces petites minutes avant l'arrivée des secours. Il y a beaucoup de petites choses qui peuvent influencer, et c'est ce sur quoi on veut travailler. Donc je reste assez bref, étant donné que le timing avance. Je vous invite à venir consulter notre site Facebook, sur lequel une vidéo avait été faite pour aider à la sensibilisation, utiliser d'autres outils pédagogiques, comme ça avait été évoqué. Merci à vous. Merci Guillaume et Jonathan. Avant de prendre la première question, tu as effectivement dit, Jonathan, qu'on était dans le ministère de la Prévention, et je rappelle maintenant, on est dans un plus grand ministère, puisque c'est le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Effectivement, le premier témoin est le partenaire, un partenaire de vie, un partenaire de solidarité. On a vu dans les logiciels que vous proposez, nous on a quelques soucis, c'est-à-dire que en fonction du logiciel, le premier témoin peut intervenir au domicile ou pas. Donc là aussi, il y a toute une construction et une réflexion à avoir. La loi a effectivement changé. On travaille dans une plateforme 15-18 avec un des logiciels. On est embêté. Donc on est en train de travailler avec nos collègues au niveau du SDIS justement pour ouvrir le champ des possibles et que les témoins ne restent pas devant la porte. Mais il est aussi important de voir, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille tous là-dessus, on n'a pas évolué d'un iota, on a tous travaillé au niveau de l'éducation nationale pour qu'il y ait, comme dans les pays du nord de l'Europe, l'éducation qui est essentielle, le juste soin, les numéros d'urgence. On discute avec Christine Amirati, on a fait tout un tas de travaux, mais dans l'éducation nationale, ça ne bouge pas. Mais tout simplement parce qu'on est dans le coût à l'instant T. Et souvenez-vous ce qu'on disait il y a une quinzaine d'années, nos collègues anglo-saxons, ils ne comprennent pas pourquoi on n'a pas une politique en France plus avant-gardiste. Un arrêt cardiaque, c'est 4 ou 5 millions de dollars pour l'économie quand le sujet est jeune. Et ça, je ne sais pas s'il y a encore des gens de la DGS, je ne vois plus si Jean-Marc Philippe est là, mais au niveau du ministère de la Prévention, il faut que nous, on arrive à faire comprendre à Bercy que c'est un investissement. Alors c'est un investissement médico-économique, mais vaut-il mieux déclencher un témoin qui va réanimer quelqu'un ou déclencher la CUMP? Parce que là aussi, il y a tous les effets collatéraux qui aujourd'hui ne sont pas envisagés. Alors je suis désolé de jeter un terreau un peu moins optimiste, mais c'est un constat. Il va falloir qu'on arrive à trouver les leviers. On y travaille avec les gens qui sont dans les étages. Là aussi, vous avez vu qu'on a une rotation certaine en termes de ministre de la Santé et de la Prévention. Donc, on a besoin d'avoir une continuité aussi dans l'action. Et il y a tout qui est encore à construire, mais soyez rassurés au niveau de SAMU Urgences de France, grâce à Arlode, grâce également à REAC et à tous nos partenaires, on sera partie prenante pour ne jamais rien lâcher et continuer à porter les bons messages. En tous les cas, merci pour votre engagement, merci pour les études que vous faites et on continuera là aussi à vous aider. Toujours pas de questions? Si. On vous amène le micro sur votre... Ah. Bonjour, Sébastien Stork, SAMU 68. Alors, ce n'est pas tant une question qu'une remarque. Parmi les primo-intervenants, on en oublie, je pense, pas mal en France. Pourtant, ils ont des véhicules qui circulent sur l'ensemble du territoire, 24 heures sur 24. Ils ont même un petit gyrophare et des sirènes. J'étais récemment à Namur. Tous les véhicules de police sont équipés de défibrillateurs. Est-ce que, alors dans la salle, il y en a quelques-uns qui ont la réponse, mais est-ce que vous savez combien de véhicules la police nationale française sont équipés de défibrillateurs? Un seul.
Ben, Je pense que Deux, il y a un policier municipal dans une intercommunalité. Je parle bien de police nationale. Je sais, Il y a beaucoup de polices municipales, effectivement, qui sont équipées. on travaille ensemble. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il y a des trous dans la raquette à ce niveau-là aussi. je pense que pour avoir un premier témoin acteur de la chaîne de survie, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et Guillaume, tu parlais tout à l'heure de super citoyen sauveteur avec un défibrillateur à usage unique. Je mets encore des réserves sur cet appareil technique compte tenu des difficultés qu'il a pu présenter. Mais effectivement, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et des policiers municipaux, j'ai la prétention de dire que dans certaines villes du Nord, les policiers municipaux disposent d'un défibrillateur mobile, puisqu'ils passent leur temps à tourner dans les collectivités, quoi. Il y a une question ? Oui, juste... bonjour. Pardon, allez-y. C'était juste pour répondre effectivement sur le défibrillateur, effectivement, il n'a pas le marquage chez eux et c'est vraiment dans le cadre d'une étude et à toutes les limites. Après, ça n'empêche pas de le faire avec des vrais défibrillateurs, c'est juste plus lourd à transporter en usage. Et on a eu des policiers qui sont intervenus, qui avaient l'application, alors pour le coup, nous en Isère, on est sur Sauve Life, et qui sont intervenus et qui, via l'application, et qui sont allés masser avant l'arrivée des secours. Donc effectivement, tous les volontaires sont les bienvenus et c'est un des points positifs quand même de ces dernières années. Je pense qu'on a, nous en Isère, c'est 25 000 citoyens volontaires qui sont et on en trouve quand même très fréquemment sur les interventions. C'est quand même. Oui, bonjour, Paul Dardel, Stanislas Le Bon Samaritain. Merci pour vos présentations. Sur la police, je suis assez d'accord. Moi, quand j'ai lancé Le Bon Samaritain, c'était après avoir vu une expérience, enfin pas une expérience, une solution comparable en Suisse, dans le Tessin, qui était bien précurseur, Ticino Cuore. Et dans le Tessin, en Suisse, tous les policiers en 2 roues ont un défibrillateur et se déplacent. Mais bon, j'allais dire, la Suisse n'est malheureusement pas plutôt la France n'est malheureusement pas la Suisse. Merci pour vos présentations. Et juste sur ce point encore, nous, on a des contacts assez réguliers avec la Direction générale de la sécurité civile, qui est quand même une direction, j'allais dire, cousine de la Direction générale de la police nationale, sous le même ministère. On a plusieurs fois soulevé ce point. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir des contacts suffisamment... j'allais dire efficace avec la DGPN pour lancer une telle initiative, malheureusement. Moi, je voulais revenir sur 2-3 points que j'ai entendus ce matin, et notamment vos interventions. Alors, juste un dernier commentaire sur l'histoire c'est à Agen, dans le 47, où vous dites que les secours sont bloqués à la porte des domiciles. À ma connaissance, ce n'est pas un problème applicatif, hein, c'est un problème de décision des gens qui engagent. Lorsqu'on a lancé Le Bon Samaritain avec la BSPP en 2016, on était dans les semaines qui suivaient les attentats de 2015 et le préfet de police de Paris avait explicitement demandé à ce qu'on reste sur la voie publique. Et puis petit à petit, ça s'est généralisé. Et avec la généralisation, il y a un autre événement qui est intervenu qui est intéressant, c'est le fait qu'alors qu'on engageait initialement sur arrêt cardiaque, on va dire certains ou présumés, aujourd'hui, il y a un certain nombre de départements qui engagent sur d'autres motifs, et en particulier personnes inconscientes. Et je trouve que quand on voit les différentes communications qui ont été faites sur la difficulté que peuvent avoir les armes ou les médecins régulateurs à dépister 100% des arrêts cardiaques, et on comprend bien pourquoi, l'idée d'engager systématiquement des citoyens sauveteurs sur personnes inconscientes, ça se fait dans certains départements. J'allais dire, il n'y a que des choses à gagner, et vous l'avez dit, il y a notamment la motivation des citoyens sauveteurs qui, pour certains, disent « ça ne marche pas votre système, on ne me déclenche jamais ». Eh ben, on ne déclenche jamais parce qu'en effet, il n'y a pas un arrêt cardiaque toutes les 5 minutes, fort heureusement, près d'eux. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Et dernier point, pour ne pas rallonger, ce que nous, on appelle les zones blanches, c'est-à-dire en effet, à Paris, on avait démontré avec Clément Derken de la BSPP il y a quelques années qu'on doublait le taux de survie avec un bon samaritain. Mais à Paris, c'est ce que vous disiez, c'est des arrêts cardiaques tellement propres, c'est des arrêts cardiaques de riches. Hein. On est en ville, c'est un sportif, ça se passe bien. Mais à la campagne, on sait que c'est très long. Et je pense que c'est d'autant plus dans les zones rurales qu'il faut mobiliser les collectivités, les communautés pour avoir des citoyens sauveteurs, parce que c'est là qu'ils seront le plus efficaces. Merci. Okay. On va clôturer cette session. Je voudrais juste terminer en disant qu'on parlait de citoyens sauveteurs à grande échelle sensibilisés, mais il faut dire par exemple qu'il y a un gros travail qui est fait maintenant, qui est fait déjà depuis quelques années, qui est en train de se développer au sein de la Fédération française de cardiologie pour accompagner la sensibilisation à grande échelle tout en restant dans la légalité pour avoir le plus grand nombre de citoyens sauveteurs disponibles en cas d'arrêt cardiaque. Merci beaucoup. On va faire une courte pause, quelques minutes,
voire quelques secondes. Et surtout, ceux parmi vous qui n'ont pas pris leur badge, je les invite à aller au comptoir à l'extérieur pour le récupérer, parce qu'il vous permettra d'avoir accès à la restauration lorsqu'on nous ferons la pause déjeuner. Donc il y a quand même un intérêt à avoir le badge, vous voyez ? Allez, 5 minutes de pause maximum.